Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu aujourd'hui le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique. Les échanges ont porté sur l'organisation à Abidjan de la réunion ministérielle de l'OCI en juillet prochain. La 40e journée internationale de la femme, lancée le mercredi 1er mars dernier au Palais de la Culture, a connu son apothéose aujourd'hui à Adzopé en présence de la première dame Dominique Ouattara. Thème retenu pour cette célébration, l'autonomisation économique de la femme pour une Côte d'Ivoire plus juste et plus équitable. L'Agence nationale du service universel des télécommunications chargée de la réhabilitation de l'immeuble Postel 2001 a bénéficié d'un financement de la part de la Banque ouest-africaine de développement. Ces prêts octroyés par la BOAD serviront donc à l'élargissement du boulevard de Marseille notamment. Et en Corée du Sud, la Cour constitutionnelle a tranché la présidente Park Geun-hye, mise en cause dans une affaire de trafic d'influence, a été destituée. Voilà pour les titres. Merci de regarder le journal du RTI 1. L'OCI va renforcer sa coopération en Côte d'Ivoire. Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique était au palais présidentiel aujourd'hui pour un entretien avec le président ivoirien. Les deux hommes ont également évoqué l'organisation de la réunion ministérielle de l'OCI en juillet prochain ici à Abidjan. On fait le point avec Awa Touré. L'Organisation de la coopération islamique organise à Abidjan les 10 et 11 juillet une réunion ministérielle consacrée à l'économie, la lutte contre le terrorisme, la culture et la religion. Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique est donc venu faire au président de la République Alassane Ouattara le point sur les préparatifs de cette importante rencontre. L'occasion aussi pour lui d'aborder des questions liées à la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation de la coopération islamique. Nous avons discuté de différents sujets, mais je voudrais surtout vous dire que nous avons parlé des domaines économiques, politiques et sociaux. La Côte d'Ivoire a retrouvé sa position politique et aussi le développement économique. Je suis très impressionnée par le développement économique de la Côte d'Ivoire. J'ai aussi pu profiter des orientations, des conseils de Monsieur le Président de la République par rapport à différents sujets qui concernent notre organisation. Donc, je voudrais vous faire savoir que nous avons une réunion, un sommet qui aura lieu ici en Côte d'Ivoire entre les différents ministres des Affaires étrangères. 57 États seront présents ici en Côte d'Ivoire lors de cette réunion qui est très importante. Je suis sûre que ce sommet sera un succès, une grande réussite. Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique a par ailleurs salué le leadership du président Alassane Ouattara avant de faire la promesse d'œuvrer à l'intensification des relations entre la Côte d'Ivoire et son organisation. La capitale économique ivoirienne va également abriter en novembre prochain le sommet Union européenne-Afrique. Le sujet a été évoqué aujourd'hui, comme vous le voyez dans les images, par le vice-président Daniel Kablan-Duncan et l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Jean-François Valette. Ils ont échangé sur les préparatifs de ce sommet dont les réflexions vont tourner principalement autour du thème « L'emploi des jeunes et l'investissement privé en Afrique ». On retient également dans l'actualité en Côte d'Ivoire la célébration officielle de la Journée internationale de la femme. C'est la ville d'Adzopé qui a été choisie pour cette 40e édition. La première dame a fait le déplacement pour communier avec les femmes et réfléchir avec elles sur leur autonomisation économique. La première dame a annoncé un fonds additionnel de 200 millions de francs CFA pour les femmes d'Adzopé dans le cadre du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Aboulé. Arrivée triomphale à Adzopé de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Accueil chaleureux sur le lieu du cérémonial qui justifie sa présence ce vendredi dans la capitale de la région de Lamé. Quand l'épouse du président de la République, Alassane Ouattara, se retrouve avec ses sœurs pour une cause qui leur est commune, en l'occurrence la Journée internationale des droits de la femme, la fête devient explosive. Pour preuve, le passage de la kyrielle d'artistes chanteurs bien connus des mélomanes ivoiriens se succédant pour faire danser et des personnalités et des populations pour la circonstance rassemblées pour célébrer la femme.
En outre, des défilés savamment organisés par la gente féminine dans toute sa composante. Femmes en tenue, femmes cyclistes, femmes représentant toute l'administration ou femmes cadres et enfin femmes représentant un certain nombre d'organisations féminines. Mais l'important ici, pour la région de la Mai ainsi honorée, c'est surtout rendre hommage à une femme, une illustre femme parmi tant d'autres, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, femme de cœur dont la venue dans cette localité est tant rêvée, pour parler comme l'autre. Madame la première dame, votre venue ici est un rêve, on l'a dit, tant de fois caressé par les populations. Mais il est vrai que vous-même, vous souhaitiez venir nous voir ici. Et Dieu et les mânes ont permis que cela se fasse aujourd'hui. Beaucoup de gens connaissent le FAFSI mieux que moi-même. Mais en tant que président du conseil régional élu, je peux attester que ces prêts que vous donnez aux femmes, pour la plupart démunies, changent fondamentalement leur vie et apportent un mieux-être aux populations vulnérables. 40e édition de la Journée internationale de la femme. Sur le plan national, elle en est la 17e avec un thème bien choisi conformément à la vision du gouvernement sur la promotion de la femme, à savoir l'autonomisation économique de la femme pour un monde juste et plus équitable. Par ce thème, nous avons fait le choix de mener au cours de cette journée une réflexion approfondie sur les stratégies à mettre en œuvre pour une meilleure autonomisation des femmes et des filles, de faire un état des lieux et de définir les perspectives pour l'avenir. La finalité de notre action est de parvenir à une société de plus de justice et de plus d'équité entre femmes et hommes. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, aucun pays au monde ne peut connaître un développement harmonieux sans faire la promotion de la femme. Le rôle de la femme s'affirme au niveau économique mondial. En plus de ses tâches habituelles concernant l'éducation des enfants et l'entretien du foyer, la femme d'aujourd'hui est un véritable acteur de développement et de croissance pour sa communauté. Pour que la contribution des femmes soit reconnue, il est impératif de leur apporter des ressources suffisantes qui leur permettront de mener à bien des activités génératrices de revenus et de devenir autonomes. De cette façon, nos filles pourront construire des projets de carrière pour leur avenir et faire évoluer leur situation sociale. Mes chères sœurs, c'est motivé par cet objectif qu'en décembre 2012, j'ai lancé le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Le FAFSI est doté à ce jour d'un capital de 8,5 milliards de francs CFA grâce à la confiance du président de la République. Les résultats obtenus sont très encourageants et nous poursuivons nos efforts afin que d'autres femmes puissent en bénéficier à leur tour. C'est pourquoi, en plus des fonds déjà octroyés aux femmes de la région de la Mai à hauteur de 450 millions de francs CFA, nous mettons à ce jour à votre disposition un montant additionnel de 200 millions de francs CFA afin de financer 2000 projets supplémentaires. Et la première dame de saisir l'occasion pour faire parler une fois de plus son cœur avec des dons en nature comme en espèces d'une valeur de 113 millions de francs CFA. À son tour, elle a reçu de ses hôtes plusieurs présents. Il s'agit notamment des vivres et des attributs de chef ou de la noblesse. Avant de quitter Adzopé, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a visité une ferme de poulets. La coopérative qui se charge de cette ferme a reçu d'elle une somme d'1 million de francs CFA comme soutien à son développement. Et on va rester à Zopé. Lors de cette célébration, les femmes ont fait une adresse à l'attention du chef de l'État. Nous écoutons le porte-parole nommé Edith Kwame. Nous voulons faire une adresse spéciale à son Excellence, M. Alassane Ouattara, votre illustre et cher époux. En effet, les actes de développement pour le bonheur des Ivoiriens qu'il a posés et continue de poser ne se comptent plus, tant ceux-ci sont visibles, patents, indiscutés et indiscutables.
Madame la Première Dame, pour toutes ces raisons, nous vous prions d'être notre interprète auprès de votre cher époux, afin de lui témoigner notre attachement et notre reconnaissance infinie pour ses actes de grande affection et de marque de confiance. Dites à votre époux de garder courage lorsqu'au commande de son avis, il doit affronter les vents contraires, car les femmes de l'armée sont avec lui. Et rien ne peut arriver à ceux pour lesquels les femmes prient. Qu'ils soient assurés de notre entière disponibilité à l'accompagner et à le soutenir dans ses actions. Ces actes ont, en quelques années à peine, ramené la paix et changé positivement le visage du pays. Les femmes étaient aussi à l'honneur à la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. Le directeur général a fait le point du pourcentage de femmes dans ses effectifs. 58% des travailleuses de la CNPS ont des responsabilités au sein de l'entreprise. Des chiffres salués par la ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Maria Toukoni. On fait le point avec Serge Kolia. Les femmes constituent plus de 52% des effectifs de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Mieux, 58% de femmes occupent des postes de responsabilité. Cette politique d'égalité est l'œuvre du directeur général, Denis Charles Kwasi. En cette période de célébration des droits de la femme, la ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant est venue l'encourager pour tous les efforts déployés en faveur de la promotion du genre. La parité homme-femme est sortie donc de l'utopie pour se traduire en réalité visible dans votre entreprise. Il était important donc que je sois là, au nom du gouvernement, pour vous traduire la satisfaction que j'éprouve face à une option managériale qui fait la promotion de la femme et qui valorise ses compétences. Conscientes de leur rôle dans le développement de l'entreprise, les femmes de la CNPS se disent prêtes à relever les défis qui se présentent à elles. Spécialiste des questions liées à la promotion de la femme, Rachel Gogua a entretenu ses hôtes sur l'autonomisation de la femme en milieu du travail. La conférencière note que les études ont démontré que les entreprises qui font confiance aux femmes ont des ratios de performance élevés. Hommage a été rendu aux femmes au cours de cette cérémonie. Chacune d'elles a reçu une rose témoignage de la reconnaissance et de la gratitude de la direction générale envers ces travailleuses dévouées qui quotidiennement sont à la tâche. Et à l'occasion de cette célébration de la femme, intéressons-nous aux teinturières d'Anyama. Elles produisent des pagnes artisanaux appelés indigo. C'est un métier qu'elles exercent avec passion, mais les activités battent aujourd'hui de l'aile. Difficile de vivre de cet art. Dans ce reportage qui va suivre et que vous allez voir, ces femmes parlent de leur métier, mais aussi de leurs difficultés. Le témoignage d'Assotouri. Anyama, localité située à une dizaine de kilomètres d'Abidjan. Dans cette commune, aussi appelée Cité de la Cola pour ses nombreuses productions colatières, fleurit une autre activité, la confection de pagnes artisanaux, des pagnes conçus par les femmes. La teinture est l'activité principale des femmes de cette localité. Sous le soleil, dans la fumée et la chaleur, à l'aide de bois de chauffe, Mariam prépare le nécessaire pour la teinture du tissu blanc. Une étoffe préalablement apprêtée pour cette étape. Sa spécialité, c'est le pagne indigo, un pagne coloré avec des motifs. Ce métier, elle l'a appris de ses parents. Dans sa tâche, cette mère de 7 enfants se fait aider par sa progéniture. C'est de ça que nous vivons. Depuis des années, nous sommes nés pour trouver que c'est ce que la mère faisait. Donc, on suit ça. Grâce à ça, je fréquente et j'avance. En tout cas, c'est un métier que j'aime bien. Ahmed est son fils aîné. L'attachement du tissu blanc est pour lui un jeu d'enfant. Là, c'est le modèle appelé la salade.
Maintenant, je vais faire autre modèle là, Péré Coucou. Les motifs diffèrent en fonction des commandes. Salade, ballon, unique, grillage sont autant de motifs qu'il crée avec ingéniosité et dextérité. Un savoir-faire qu'il a aussi hérité de ses aînés. Nous sommes nés pour trouver les parents en train de faire ça. Donc, automatiquement, il faut qu'on se donne à ce métier pour pouvoir aider un peu les parents, puisqu'ils ont vieilli ça. Donc, dans nous aussi, on doit apporter notre aide physiquement pour pouvoir améliorer ce métier, pour que ça puisse rester un peu dans le temps. La confection du pagne indigo n'a aucun secret pour les femmes d'Anyama. Créatrices et conservatrices de cette marque, avec elles, les idées ne manquent pas. Les pagnes imprimés à l'aide de bougies, une autre de leur création. Coup de pilon, impression et séchage à longueur de journée, c'est le quotidien de ces femmes. Il y a plusieurs de qualités. Il y a pour cola, il y a pour indigo simple, il y a 2 couches encore. Première couche, deuxième couche. Donc ça fait 3 qualités. Après tout ça là, on s'en va mettre au feu, dans l'eau, sur le feu. Et il y a des jeunes filles qui s'enlèvent ça pour enlever la bougie là-dessus. Après la bougie, ça fait venir à la teinture. On fait 2 couleurs, vert, violet. Après là-bas, on met bougie encore avec balai. Les jeunes de la commune, principaux consommateurs de ce pagne, entendent le vulgariser et le pérenniser. Quand je vais dans les voyages, je sors à l'extérieur, c'est ce qu'ils portent, je fais la promotion de ce pagne. Ce sont des pagnes de qualité. Je porte ça il y a plusieurs années, j'ai beaucoup de motifs de ça. Je porte au fur et à mesure que tu laves ce pagne, c'est en ce moment que ça devient encore plus beau. J'invite tous les jeunes Africains à porter ça parce que c'est un pagne artisanal qui est fait à la main et qui est très 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 joli. Au marché d'Anyama, Sarah expose ses marchandises. Pour cette vendeuse de pagnes artisanaux, le commerce est au rabais. Les clients se font de plus en plus rares. Avant ça marchait, mais maintenant là, ça a diminué. Des fois même, je ne vends rien même. Les femmes teinturières d'Anyama sont confrontées à de nombreuses difficultés. Problème d'accès à la matière première, le tissu. Également, le manque de matériel et d'un cadre de travail adapté. Autant de soucis qu'elles rencontrent au quotidien. Le travail est épuisant. Nous sommes nombreuses. À cause des difficultés, beaucoup ont arrêté de travailler parce qu'il y a de moins en moins de bénéfices. Fatou est la présidente de la Confédération des femmes d'Anyama. Avec plus de 25 ans dans le métier, ces difficultés, elle les connaît bien. Avant, on prenait les tissus à l'Utexi, à Gonfreville et puis à Cotivo. Bon, depuis toutes ces usines sont fermées, on va prendre ces tissus avec les Libanais. Ces Libanais vont chercher jusqu'en Inde pour venir. C'est très coûteux. D'autres vont chercher des draps dans les friperies. Parce que quand elles prennent le tissu cher, elles sont obligées de vendre. Même si elles ne gagnent pas le bénéfice, au moins elles ont leur capital. C'est dû à ça que le marché a beaucoup ralenti. On avait presque 150 coins de teinture. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes peut-être à 15. Bon, toutes ces femmes sont là, elles ne travaillent pas. Parce que c'est leur seul métier, ça. En cette journée de la femme, les femmes d'Anyama n'ont qu'un vœu, que renaissent les usines de fabrication des tissus afin qu'elles puissent reprendre leurs activités. Mais en attendant, elles se débrouillent avec les moyens du bord pour ne pas voir disparaître la seule activité dans laquelle elles se retrouvent réellement. Les teinturières d'Anyama, un sujet proposé par Astou Touré. C'est ce sujet qui referme le chapitre consacré à la Journée internationale de la femme célébrée en Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience hier les ambassadeurs de l'Inde, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et de l'Égypte. Au cœur des échanges, le renforcement des liens de coopération entre ces différents pays et la Côte d'Ivoire. Masso Kone, Herman Divi. 8 mois après avoir reçu sa lettre de créance, l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, son Excellence Raghouta Ali Ravindra, a eu une rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. La coopération entre les deux parlements indiens et ivoiriens, la réalisation de différents projets entrepris par les deux pays, dont la remise à la Sotra des bus Tata Motors, ont été les points sur lesquels les deux personnalités ont échangé. À sa suite, le président de l'Assemblée nationale a reçu l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Dr Klaus Hauer,
avec qui il a abordé les questions sur l'amélioration de la coopération ivoiro-allemande. On a parlé des thèmes bilatéraux, c'est-à-dire l'état de la coopération ivoiro-allemande. Et ça, c'était un souci particulier de son Excellence le Président, des possibilités de l'intensification de la coopération entre les deux parlements, le Bundestag allemand et le Parlement ivoirien. La série d'audiences a pris fin par la visite de l'ambassadeur du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire, son Excellence Joséphine Gould, et de l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire, Mohamed El Hamzaoui, qui ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Au centre de leurs entretiens, l'intensification de la collaboration entre leurs différents parlements. Après la première édition en 2015, le gouvernement ivoirien, en collaboration avec les Nations Unies, la Banque mondiale et l'Agence japonaise de coopération internationale, organise la deuxième conférence sur l'émergence de l'Afrique et ce sera du 28 au 30 mars prochain à Abidjan. C'est une rencontre entre experts et personnalités du monde pour parler des actions concrètes à mener pour développer l'Afrique. On en sait plus avec Francis Boifo. La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, confirme la tenue à Abidjan de la deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, CIEA. L'événement aura lieu du 28 au 30 mars prochain. Des experts en développement, des personnalités d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, 400 au total pour approfondir le débat sur la problématique de la mise en œuvre des plans d'émergence des pays africains. Qu'est-ce que nous pouvons nous donner les uns les autres comme enseignement? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Quels sont les écueils à éviter? Comment faire en sorte que les résultats des plans d'émergence soient le plus largement partagés? Comment créer davantage d'emplois? C'est de tout ça que nous allons parler. La Côte d'Ivoire aspire à l'émergence en 2020. Les autorités entendent mettre à profit cette rencontre internationale. Ces échanges vont donner des enseignements à nos décideurs, vont dire aux décideurs, regardez le cas de ce pays qui a avancé, qui a réussi tel aspect de son émergence, voilà les clés du succès. Les Nations Unies, la Banque africaine de développement BAD, la Banque mondiale, l'Agence japonaise de coopération internationale JICA accompagnent le projet de développement de l'Afrique. Les modalités de participation à la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique CIEA dans moins de 20 jours sont répertoriées sur le site www.africa-emergence.com. Et la Côte d'Ivoire, lancée sur la voie de l'émergence, donne une nouvelle orientation à sa politique agricole. L'idée est de professionnaliser les régions en y assurant aussi bien la production que la transformation. Ce concept est un pilier des actions du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, conscient qu'il faut associer toutes les intelligences et tous les détenteurs de capitaux. Le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly est allé les solliciter à Paris, en France, au cours du Salon international de l'agriculture. Adama Koné. La Côte d'Ivoire met à profit sa présence au Salon de l'agriculture de Paris pour mobiliser partenaires techniques et financiers autour du projet Agropole. C'est l'exercice auquel s'est livré le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Coulibaly, lors d'une conférence publique. Les investissements se font pas au niveau du territoire rural, mais en zone portuaire, juste pour accéder, pour faire sortir la production. Et nous, ce que nous demandons maintenant avec les agropoles, c'est de créer le cadre et les conditions pour que l'investissement se fasse à côté de la zone de production, de manière à ce que cet investissement-là irradie et rayonne, impacte l'environnement du territoire rural. Et ça, c'est une façon pour nous de concilier, comme vous l'avez dit, une agriculture moderne, faite de grandes exploitations, mais autour desquelles vous avez des exploitations de petite taille qui sont gérées par les petits exploitants qui, eux, bénéficient de l'encadrement et du savoir-faire du secteur privé. Avant lui, le directeur général de la planification, des statistiques et des projets, Nouhoun Coulibaly, dans un exposé, a souligné les succès de la politique agricole ivoirienne basée sur la structuration des filières, l'implication des institutions locales et la prise en compte des besoins de services agricoles. Conséquence,
le taux de pauvreté rurale a baissé pour la première fois, forçant l'admiration des partenaires de la Côte d'Ivoire. Je souligne le caractère remarquable de la politique conduite par le gouvernement ivoirien qui a repris les affaires du pays maintenant depuis quelques années et qui conduit à la situation économique et au redémarrage économique tel qu'on le constate. Et je vois que étape par étape se mettent en place tous les instruments d'un développement économique et y compris dans notre domaine à nous ce qu'on appelle un peu une bioéconomie. Et la dernière annonce qui a été faite par le directeur général et confirmée par le ministre de l'Agriculture du développement de ces agropoles s'inscrit dans des outils et des instruments de politique publique et de développement territorial que d'autres pays ont déjà utilisés et que la Côte d'Ivoire légitimement souhaite mettre en place. Il y a à la fois le PENIA et puis il y a aussi, vous savez, la contribution de l'agriculture à la lutte contre le changement climatique qui est une grande priorité de l'AFD puisque 50% de notre activité doit avoir un co-bénéfice pour le climat. Et donc ça, ce sont les deux politiques que mène M. Koulibaly, le ministre, que nous souhaitons bien sûr appuyer. Le projet d'installation d'Agropole débute par la région de Yamoussoukro qui bénéficie d'un financement de la Banque africaine de développement. L'Agropole est basé sur le concept de la fourche à la fourchette, donc une économie agricole achevée assurant la transformation des produits primaires dans leur zone de production. L'Agence nationale du service universel des télécommunications chargée de la réhabilitation de l'immeuble Postel 2001 a bénéficié d'un financement de la part de la Banque ouest-africaine de développement. Sachez que ces prêts octroyés par la BOAD à l'État de Côte d'Ivoire serviront à la modernisation de l'immeuble Postel 2001 et à l'élargissement du boulevard de Marseille. C'est ce que nous explique Justine Seydiki. 2 signatures de convention portant l'une sur 2 prêts d'une valeur de 25 milliards de francs CFA pour la réhabilitation et la modernisation de l'immeuble Postel 2001 et de 27 milliards de francs CFA pour l'aménagement du boulevard de Marseille. Prêt octroyé par la Banque ouest-africaine de développement BOAD à l'État de Côte d'Ivoire à travers l'Agence nationale du service universel des télécommunications TIC ensuite et l'autre d'une valeur de 11 milliards de francs CFA octroyé par Coris Banque Internationale. Avec ces 2 prêts, la BOAD porte à 198 milliards de francs CFA ses engagements dans le domaine des infrastructures et des transports et à 600 milliards de francs CFA dans tous les secteurs confondus. Alors, en ce qui concerne le projet AMSUD, la BOAD est fière d'avoir participé au financement de ce projet en mobilisant un montant total de 36 milliards de francs CFA. Notre institution s'est directement engagée dans un prêt de 25 milliards de francs CFA. Les investissements de la BOAD en Côte d'Ivoire témoignent de la bonne coopération entre elle et la Côte d'Ivoire. Au-delà même de ces accords que nous venons de signer, il convient de noter que depuis plusieurs décennies, la BOAD s'est positionnée comme un partenaire privilégié de la République de Côte d'Ivoire, notamment en matière de financement d'infrastructures routières et de transport. Je remercie M. Adovelandé pour le soutien qu'il nous a apporté dans la réalisation de ce projet, mais je le remercie également et plus particulièrement pour l'intérêt désormais accordé au secteur du numérique par la BOAD. Ce financement de la BOAD permettra d'achever la réhabilitation de l'immeuble Postel 2001 qui a déjà retrouvé son allure des années 80. Aujourd'hui, il redevient la fierté de la Côte d'Ivoire, le joyau qu'il n'aurait jamais dû arrêter d'être. C'est vraiment, comme je le disais, une grande fierté pour moi d'avoir conduit avec succès cette opération de réhabilitation. L'immeuble Postel 2001 rénové, dont le revenu locatif est estimé à 4 milliards de francs CFA par an pour un taux d'occupation de 70%, accueillera très bientôt ses nouveaux locataires. Il a passé 2 mois à l'étranger pour des soins médicaux. Le président Muhammadu Buhari est de retour au Nigeria. Il était en Grande-Bretagne. À peine arrivé, le président nigérien a annoncé qu'il poursuivait sa convalescence. Son vice-président, qui gouvernait par intérim depuis 51 jours, conserve donc les rênes du pouvoir, du moins pour quelques jours encore.
déclarés aptes à briguer la présidentielle d'avril prochain en France. Ils sont au nombre de 7 désormais à avoir obtenu les 500 parrainages d'élus nécessaires pour valider leur candidature. Le Conseil constitutionnel a actualisé la liste aujourd'hui et la surprise sur cette liste, c'est François Asselineau du mouvement souverainiste Union républicaine. Et sachez qu'également, après l'Union populaire républicaine qui a réuni 524 parrainages, Marine Le Pen du Front national 577, Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière 593, Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France 623. Ensuite, Emmanuel Macron du mouvement En Marche obtient, lui, 1266 signatures. Benoît Hamon du Parti socialiste avec 1317 parrainages. François Fillon pour les Républicains, il vient en tête avec 2111 parrainages obtenus. Comme on le voit, le candidat des Républicains, malgré ses ennuis judiciaires, bat le record des parrainages. Les autres candidats ont jusqu'au 17 mars, selon le Conseil constitutionnel, pour rassembler les 500 signatures et espérer participer au premier tour de la présidentielle le 23 avril prochain. En Corée du Sud, la Cour constitutionnelle tranche, mais cette fois-ci pour entériner la destitution de la présidente Park Geun-hye, mise en cause dans une affaire de trafic d'influence. La présidente déchue, qui ne s'est pas présentée devant la Cour, nie toute malversation poussée vers la sortie par ce scandale de corruption. Park Geun-hye perd son immunité et pourrait désormais être traduite en justice. Fin de ce 20h réalisé par R. Baker et piloté également par l'équipe technique. Merci donc à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve encore demain, bien sûr, sur la même chaîne.